Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire avec Hemming, le leader en business performance, qui vous propose donc un nouveau webinaire sur les meilleures pratiques en termes de management et financement de l'innovation. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une des facettes du logiciel de notre partenaire Expernova. Le sujet, la formalisation des états de l'art. En effet, il s'agit de la pierre, et ces états de l'art sont également importants dans le cadrage des projets de R&D au moment de leur lancement. Pour nous parler de ce sujet, nous accueillons nos intervenants du jour. Il s'agit de Bruno Coulmans. Bonjour. Voilà, pardon. Bruno Coulmans, directeur des activités innovation Hemming. Bruno, bonjour. Bonjour. Et de Arnaud Schnopp, channel manager chez Expernova. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, le sommaire de notre webinaire sera le suivant. Tout d'abord, nous commencerons par définir ce qu'on entend finalement par la notion d'état de l'art. Puis nous détaillerons la méthodologie de constitution d'un état de l'art pour arriver à ce qui vous amène tous à cette démonstration, la constitution d'état de l'art collaboratif avec le logiciel Expernova. Pour conclure, nous verrons que le logiciel expernova.com permet d'aller plus loin que les seuls états de l'art. Je laisse maintenant la parole à Arnaud, à qui j'ai envie de demander pour commencer. Mais alors Arnaud, qu'est-ce qu'un état de l'art? Alors, donc, un état de l'art, qu'est-ce que c'est? Donc, réaliser un état de l'art va en fait consister à rassembler le maximum d'informations sur un sujet ou une technologie qui vous intéresse. C'est en quelque sorte faire l'état des connaissances existantes à un moment donné sur un objet d'étude. L'état de l'art va induire la notion de rechercher dans des connaissances accessibles, c'est une connaissance qu'elle soit interne à l'entreprise ou externe, ou qu'elle soit gratuite ou payante. On peut y retrouver notamment à travers ces connaissances toute la partie des publications, également des brevets, des projets collaboratifs, des thèses, etc. Par opposition donc, ce qui n'est pas accessible et qui n'a pas été rendu public, on va retrouver toute la partie comme les secrets industriels, les savoir-faire ou encore l'expérience. En définitive, l'état de l'art, c'est faire une sorte d'état des lieux de la connaissance technique et scientifique à un instant T pour donner le point de départ du travail à engager. Et ça se caractérise notamment par deux étapes importantes. La première, bien évidemment, au lancement du projet et lors de l'avancement de ce projet, lorsqu'on va rencontrer de nouvelles problématiques. Très bien. Et alors, à quoi sert cet état de l'art? Alors, l'objectif de l'état de l'art, dans un premier temps, cet état de l'art n'a pas prétention à être exhaustif. L'objectif est de partir de ce qui a déjà été fait, comme une base de départ, afin de délimiter un périmètre de recherche, donc son sujet, et d'aboutir, surtout très important, à un questionnement de recherche. Donc, les bénéfices pour l'entreprise, c'est dans un premier temps de faire, une fois que la question de recherche a été définie, il est important de faire l'état des réponses connues sur la question posée. Cela revient en d'autres termes à se demander qu'est-ce qui a déjà été fait par le passé. On va ensuite, dans un deuxième temps, orienter sa R&D, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau par rapport à ce qui a été fait. Cela passera notamment par l'analyse des limites des travaux précédents qui ont été effectués sur ce sujet. Troisième étape, c'est la formalisation de sa question de recherche. L'objectif, bien sûr, c'est d'éviter de réinventer la roue et donc de définir précisément quel problème il reste à résoudre pour répondre à ma question de recherche initiale. Et pour finir, dernière étape, l'entreprise qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt recherche doit impérativement constituer un dossier scientifique de justification attestant du caractère éligible au sens fiscal de ses travaux de recherche afin de sécuriser son crédit d'impôt recherche. Donc voilà, en résumé, les 4 objectifs de la réalisation d'un état de l'art. D'accord. Maintenant que nous avons compris ce qu'était un état de l'art et son utilité, voyons maintenant avec Bruno, finalement, quelle est la constitution méthodologique de ces états de l'art au lancement du projet. Alors merci David. Effectivement, on va essayer de s'intéresser à la chronologie de réalisation d'un état de l'art avant d'initier son projet de recherche. Pour ça, je suis parti d'un exemple assez concret dans le secteur de l'industrie agroalimentaire avec la mise en place d'un ERP de gestion pour la traçabilité de saucissons secs sur différents sites de production. Donc la problématique de ce projet concerne la traçabilité des mélanges de l'eau de viande en raison de leur dispersion importante au niveau des produits finaux. L'enjeu technique du projet
et d'assurer cette traçabilité durant toute la chaîne de fabrication, en partant de l'élevage, puis l'abattoir, puis en passant par les étapes de production jusqu'au site de distribution. Derrière cet enjeu technique, on cherche à maîtriser les risques économiques qui pourraient survenir en cas de problème sanitaire. En effet, le risque de devoir rapatrier tous les stocks en vente faute de pouvoir faire la distinction des lots concernés, je vous laisse imaginer effectivement les conséquences derrière avec les coûts souvent démesurés que cela peut engendrer. Donc on va d'abord formaliser l'objectif du projet, à savoir, dans notre cas, identifier un ERP personnalisable pour intégrer le bon modèle de traçabilité à un système d'identification adapté. Alors, on pourrait penser d'emblée à l'utilisation de puces RFID, et bien sûr, le coût de cette techno est inapproprié dans notre cas. On ne peut pas envisager de mettre des puces RFID sur tous les saucissons. Donc, une fois l'objectif formalisé, on va identifier l'état des connaissances sur les procédés de traçabilité, donc avec pour but de collecter et capitaliser des données scientifiques pertinentes. Ensuite, sur la base de ces données, on va réaliser une analyse critique qui permettra de définir la traçabilité selon les normes ISO, ainsi que les spécificités de traçabilité dans l'industrie agroalimentaire, et enfin plus particulièrement pour la production du saucisson. On pourra alors identifier grâce à cette analyse les concepts à creuser et leurs limites. Par la suite, cet état de l'art sera complété par une veille sur les ERP pour identifier le plus adéquat pour notre projet. Et enfin, on travaillera sur la détermination du meilleur système d'identification pour nos saucissons. C'est seulement après toutes ces étapes que le projet de recherche est réellement lancé. Donc on est bien ici en présence d'un projet de R&D qui illustre la transformation d'une problématique industrielle en projet de recherche. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour information, c'est un projet qui a été réalisé pour la société AOST et qui a fait l'objet de la publication d'une testif de l'INSA Lyon. Très bien, nous avons vu et compris la méthodologie de constitution d'un état de l'art classique au moment du lancement du projet de recherche pour cerner les problématiques et les verrous technologiques. Intéressons-nous maintenant au cas particulier des états de l'art pour décrire et justifier le crédit impôt recherche. Alors David, l'état de l'art en matière de crédit d'impôt recherche doit démontrer un caractère de nouveauté non négligeable qui induit des incertitudes scientifiques substantielles, ce qu'on va appeler communément les verrous technologiques, et qui oblige l'entreprise à engager une démarche d'expérimentation. Je pose des hypothèses et je cherche à les vérifier, et ceci de manière itérative. Si on repart de notre exemple précédent, la formalisation de l'état de l'art va suivre le schéma 1. On décrit d'abord les solutions existantes concernant la gestion et la traçabilité et les limites de ces solutions. Puis on fait la description des solutions existantes et leurs limites, cette fois-ci sur les systèmes d'identification, mais également sur les ERP. Dans notre exemple, l'identification des limites de l'état de l'art et des verrous technologiques va reposer sur le peu de données accessibles concernant l'optimisation et la performance de la chaîne logistique dans l'industrie agroalimentaire. Il va donc falloir développer une nouvelle modélisation du système de traçabilité de cette chaîne. Enfin, on terminera la séquence par l'identification, la compilation et l'analyse des références bibliographiques sur le sujet. Donc, cette démarche permet d'introduire l'objectif de recherche du projet, qui sera donc ici de modéliser le système de traçabilité de la chaîne logistique des saucissons secs. Merci Bruno. Alors, j'aimerais savoir maintenant s'il est possible de réunir le meilleur de ces deux mondes, en fait, réaliser un état de l'art, au démarrage du projet et comment ça se passe avec la sécurisation du crédit impôt recherche. Bref, autrement dit, comment faut-il structurer finalement son approche dans le temps? Alors, au démarrage du projet, le chef de projet réalise l'ensemble des états de l'art, à savoir, dans notre exemple, une veille sur les ERP, un état de l'art sur l'optimisation de la chaîne logistique et un état de l'art sur les méthodes de traçabilité et sur les systèmes d'identification, que ce soit les puces RFID, les QR codes ou d'autres technos. L'analyse des informations qui vont être collectées va lui permettre d'identifier les verrous technologiques et poser là où les problématiques de recherche du projet de manière à cerner s'il va s'inscrire ou pas dans une démarche éligible au crédit d'impôt recherche. Maintenant, si on s'attarde sur les différentes phases d'exécution du projet, chacune de ces phases va relever peu ou prou de phases éligibles en matière de crédit d'impôt recherche. On a d'abord la constitution des états de l'art en amont, qui sont partiellement valorisables au titre du crédit d'impôt recherche en veille technologique, notamment si vous utilisez des bases de données comme Expernova, on va le voir, ou si vous participez à des congrès scientifiques sur les technologies liées à vos projets. Ce sont là des dépenses éligibles. Par contre, tout ce qui va être test et sélection d'ERP ne relève pas du CIR. Il n'y a pas de démarche de recherche proprement dite engagée sur cette phase. A contrario, les travaux qui vont porter sur la nouvelle modélisation de la chaîne logistique et le développement de solutions du système d'identification
eux, vont pouvoir entrer dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Si on s'attarde sur la personnalisation des ERP qui pourraient partiellement être éligibles, là, il faut être très prudent sur le sujet, parce que les phases d'adaptation de ce type d'outils, pour la plupart du temps, n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Il faut vraiment apporter des modifications substantielles en rupture avec ce qui se fait traditionnellement. Donc, vraiment prudent sur ces phases qui sont le plus souvent inéligibles. Enfin, on a la phase de prototypage, test et recettes, qui, elles, vont être partiellement éligibles tant qu'elles s'inscrivent dans la logique de vérifier les hypothèses de recherche et qui ne vont pas forcément chercher tout de suite à représenter le produit ou le procédé dans son état final. Enfin, pour conclure, je rajouterais qu'il faut avoir conscience que les états de l'art doivent s'actualiser au fil du temps. La démarche doit donc être itérative, notamment pour les projets pluriannuels. Très bien. Alors maintenant que nous sommes alignés sur les définitions et les concepts de réalisation d'un état de l'art, nous vous proposons un rapide sondage pour évaluer votre niveau de pratique sur la formalisation de ces états de l'art. Alors, la question que nous nous posons, c'est vous ou vos équipes de R&D, vous réalisez des états de l'art, donc jamais, vous n'avez ni le temps ni les ressources nécessaires pour les formaliser. Vous les réalisez à l'occasion, finalement sur les projets les plus importants pour l'entreprise, ou alors vous les réalisez de manière plus régulière. Quelques projets échappent encore à la démarche, mais elles tendent à se systématiser, ou alors vous les réalisez systématiquement. Cette pratique est standardisée dans les processus de l'entreprise. Alors, nous vous laissons répondre, sélectionner ce qui correspond à votre cas. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit dans la petite fenêtre de chat qui s'affiche sur votre écran, et nous y répondrons bien évidemment en fin de webinaire. Alors pendant que nous allons analyser vos réponses, Bruno, est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu quelles sont les problématiques que les entreprises rencontrent le plus souvent? Qu'est-ce qui peut les empêcher de formaliser correctement et au mieux les états de l'art? Alors David, si on revient sur les 3 grandes phases de constitution des états de l'art pour les chefs de projet, à savoir l'identification des sources pertinentes, l'analyse de ces sources et enfin la formalisation des états de l'art proprement dit, ils font souvent face à des problématiques qui peuvent être soit un manque de temps ou un manque d'expertise, ou soit un manque d'outils suffisamment efficaces, c'est-à-dire qui sortent des datas fiables et avec une réelle simplicité d'utilisation. Et du coup, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Nous, notre volonté à travers ce partenariat est donc bien de simplifier la démarche de nos clients, à la fois avec les conseils des mines pour la constitution des états de l'art sous l'angle du crédit d'impôt recherche, et la solution externe Nova, que va nous présenter Arnaud, pour la constitution des états de l'art en amont du projet. L'objectif étant que ces deux approches se rejoignent et matchent le plus possible. Très bien. Alors, j'ai les résultats du sondage, finalement, qui sont assez dispersés. Donc, vous êtes 18% à ne jamais réaliser d'état de l'art, 36% à les réaliser à l'occasion, 32% à réaliser ces états de l'art régulièrement, et 14% quand même, et on félicite, à les réaliser systématiquement et à les avoir standardisés dans vos approches. Alors, maintenant, nous arrivons à la démonstration finalement du logiciel Expert Nova. Et pour commencer, Arnaud, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots finalement qu'est-ce qu'Expert Nova, pardon? Oui, tout à fait. Donc, au sein d'Expert Nova, on a développé une plateforme, donc expertnova.com, qui est une solution de big data scientifique dont l'objectif est d'agréger, d'indexer, d'analyser des millions de travaux scientifiques très variés afin de permettre d'accéder à cette littérature scientifique et notamment de pouvoir réaliser ces états de l'art. Donc l'intérêt de la plateforme est également de pouvoir bénéficier d'agréger ces informations sur un seul tableau de bord de résultats. Et pour illustrer un petit peu le contenu de notre base de données, je vous ai mis quelques valeurs clés de notre contenu, avec ici les travaux scientifiques, les brevets, les bases indexées, etc. Petite précision concernant notre solution, elle peut être éligible au crédit d'impôt recherche au titre d'accès à une base de données scientifique pour la réalisation d'états de l'art et également de veille technologique. Donc,
précision également importante sur notre solution concernant le focus que nous faisons aujourd'hui sur les états de l'art, c'est que la particularité d'Expernova, c'est notamment de pouvoir indexer des types de travaux assez différents. Donc on retrouve un peu plus de 30 types de travaux sur la solution que l'utilisateur final peut lui-même d'ailleurs filtrer pour visualiser ce qui l'intéresse. Le fait que nous couvrons également 400 domaines scientifiques, donc on va retrouver de l'information que ce soit dans le monde de l'agro, de la chimie, de la pharma, de l'énergie, etc. Et composante très importante pour pouvoir optimiser son état de l'art, c'est également la partie mise à jour que nous assurons mensuellement sur la plateforme, qui va consister justement donc à récupérer de nouvelles informations. On a tout un processus de traitement de la donnée avant de la mettre à disposition de nos utilisateurs. Voilà, donc je vais maintenant vous démontrer, présenter directement un cas d'utilisation. Donc l'objectif de la démonstration, c'est de différencier finalement les deux étapes qui nous importent pour la réalisation d'un état de l'art. Donc on l'a abordé tout à l'heure. La première étape va avoir lieu au lancement du projet. Donc là, l'objectif, c'est d'inviter mon équipe de recherche à effectuer ces états de l'art, donc de définir l'état de la connaissance et de pouvoir formaliser la problématique de recherche. Dans un deuxième lieu, on va intervenir en cours du projet. Et donc là, vous verrez l'intérêt de la solution Expernova et donc de notre partenariat avec Hemming, c'est de pouvoir à un moment donné inclure dans ce processus de réalisation d'état de l'art l'analyse et l'expertise d'un consultant Hemming qui va pouvoir venir visualiser ce que j'ai effectué au sein de mon équipe et également apporter tout son conseil. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi cela ressemble. Voilà, donc je suis connecté comme un utilisateur. Donc la solution fonctionne en mode SaaS. On met à disposition de nos utilisateurs différents modules de recherche. Et une des fonctionnalités que nous proposons dans l'outil, c'est les bookmarks. La fonctionnalité des bookmarks va en fait permettre à tous nos utilisateurs, à travers la navigation et les recherches qu'ils vont effectuer dans l'outil, de pouvoir capitaliser sur l'information qu'ils vont trouver dans l'outil. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, on va se mettre en fait dans la peau d'une entreprise d'agroalimentaire dont le sujet va être la suppression du lactose dans le lait. Donc, je suis utilisateur d'Expernova, je suis directeur R&D d'une entreprise agroalimentaire. Je dispose bien sûr d'un compte d'accès à Expernova et à travers ce compte d'accès, je vais pouvoir ici, dans mes bookmarks, créer un dossier de recherche donc que je vais appeler suppression du lactose dans le lait. Une fois que j'ai créé ce dossier, je vais pouvoir ensuite créer un sous-dossier. Ce premier sous-dossier que je vais créer, je vais en fait impliquer les personnes les plus pertinentes, les plus compétentes sur ce sujet de mon équipe. Donc je reviens sur mon dossier des bookmarks, je retrouve le dossier que j'ai créé, suppression du lactose, et j'ai la possibilité ici de créer ce sous-dossier que je vais nommer usage interne de manière à pouvoir le différencier. Et à partir de la création de ce sous-dossier, je vais avoir la possibilité ici de sélectionner les personnes que je souhaite impliquer dans ce projet. Donc je prends l'exemple de David, mon ingénieur brevet, et Anne-Sophie, ma chef de projet. Je les sélectionne, je leur donne la possibilité d'éditer le contenu de ces dossiers et je crée ce sous-dossier. À partir de là, ces deux utilisateurs d'Expernova vont recevoir une notification par email les informant que je les ai intégrés dans ce projet. En tant qu'utilisateur moi-même donc de la solution, je vais pouvoir également donc commencer à travailler sur la réalisation de ces états-là. Donc j'ai pris un exemple de requête sur le sujet, donc à savoir que les requêtes que nous effectuons dans la plateforme se font en anglais. Donc de la barre de recherche de l'overview, donc là où on va y rentrer des concepts scientifiques, je vais tout simplement saisir les mots-clés qui me paraissent les plus pertinents sur le sujet de la suppression du lactose dans le lait. Et tout simplement, je vais activer la recherche. En activant ce bouton de recherche, c'est à partir de là qu'on va interroger notre base qui contient donc le panel de données dont je vous parlais tout à l'heure, les publications, projets collaboratifs, brevets, tests, conférences, etc. Et de là, je vais donc pouvoir commencer ma navigation dans l'outil. On fournit différents modules de résultats, notamment des listings d'entreprises, de laboratoires, d'experts travaillant sur le sujet. Mais l'objectif
de ma recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir aller explorer la littérature scientifique pour mon état d'art. Donc, pour ce faire, on met à disposition de nos utilisateurs différents blocs de résultats, notamment la partie des publications scientifiques. On va retrouver également les brevets et également des projets ou des essais cliniques. Donc, je continue ma navigation. Je vais pouvoir, sur chacune des publications, les ouvrir, en prendre connaissance. Et comme vous pouvez le voir, quand je vais ouvrir la publication, je vais retrouver le ou les mots-clés que j'ai saisis dans ma requête d'une couleur différente de manière à ce qu'ils soient plus visibles. À partir de là, si j'estime que cette publication fait sens par rapport à mon besoin, je vais pouvoir capitaliser sur cette information en enregistrant cette publication dans le fameux dossier que j'ai créé précédemment et le sous-dossier usage interne. Donc, je réalise cette opération et pour informer mon équipe, pour que mon équipe comprenne bien d'où viennent ces publications, ce que je vais également faire, c'est je vais bookmarker la requête qui m'a permis de l'identifier. Même opération, je fais un clic ici sur la petite bannière et je clique sur usage interne. Si je reviens donc dans mes bookmarks, les informations, on va les retrouver ici. Donc mon équipe, sur la base de cette requête et cette publication, va pouvoir également travailler sur ce sujet, alors peut-être n'utilisant pas exactement les mêmes mots-clés, mais le but c'est que chacun puisse rassembler des informations que nous estimons et sur lesquelles nous pourrons débattre à l'issue de ces recherches. Ça, c'est la première étape pour l'usage interne. Mais l'objectif aussi de cet espace collaboratif, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'à tout moment de ce process, c'est de pouvoir apporter l'expertise d'un consultant externe de chez Hemming pour pouvoir justement différencier et voir ce qu'il peut apporter de nouveau. Donc de la plateforme toujours, et c'est là où c'est assez intéressant puisque ça va permettre de gagner du temps, c'est de pouvoir, via le dossier que j'ai créé, créer un deuxième sous-dossier, que là pour le coup je vais nommer usage Hemming, de manière à pouvoir le différencier. Je vais le créer et de l'outil, je vais pouvoir directement inviter, donc Bruno, dans mon exemple, le consultant d'Hemming, à visualiser ce qui a été fait. Donc je crée, je lui donne le mode d'édition également. Donc le petit sous-dossier va apparaître. Voilà. Et l'idée, c'est de copier tout ce qui a été fait par mon équipe dans ce dossier usage interne directement dans le dossier à destination de Bruno pour qu'il puisse visualiser lui-même les informations. Et une fois que j'aurai réalisé donc cette étape, je vous montrerai comment ça va se matérialiser du côté du compte de Bruno. Donc, je reviens ici. Voilà. Je copie donc la requête que j'ai identifiée et je vais pouvoir la mettre ici dans le dossier à destination de Bruno. Je clique ici. Même opération avec la publication que j'ai identifiée, où je vais pouvoir le mettre à destination de Bruno. Voilà, donc je viens tout simplement de copier toutes les informations que j'ai pu identifier avec mon équipe. Et là, j'ai volontairement ouvert un deuxième navigateur, où là je suis connecté sur le compte de Bruno. Et comme vous pouvez le voir, Bruno a reçu une notification par email. On peut imaginer que Bruno n'ait pas obligatoirement vu cet email. Quoi qu'il arrive, lors de sa prochaine connexion, il pourra être informé de ce qui a été fait par cette petite alerte que vous retrouvez ici, où là, directement, je vais pouvoir voir que des actions ont été faites. Si j'ouvre le dossier de bookmark de Bruno, eh bien, il va pouvoir retrouver tout ce que je viens de copier au préalable. Et à partir de là, l'intérêt, c'est que Bruno lui-même puisse visualiser toutes ces informations et peut-être puisse optimiser ce qui a été fait sur ce sujet-là. Donc, on pourrait imaginer que Bruno identifie une requête légèrement différente de celle que nous avons identifiée nous-mêmes, donc une requête plus optimisée avec des concepts relatifs, des synonymes, de manière à faire vraiment ressortir d'autres informations que moi et mon équipe n'avons pas trouvées. Donc j'effectue la recherche et bien évidemment en changeant les mots-clés, ce qui va se passer, c'est que ça va générer des résultats différents et donc Bruno va pouvoir potentiellement en prendre connaissance et s'il lui semble pertinent de les rajouter, la même opération, il va pouvoir ensuite aller sur la plateforme,
on imagine qu'on se met à la place de Bruno, on ouvre un essai clinique sur le sujet. Cet essai clinique m'intéresse, je vais pouvoir également d'ici directement le bookmarker et le rajouter dans le dossier qui m'a été créé. Et à chaque fois, il pourra répéter cette opération. Et quand le nombre de fois qu'il répétera cette opération, si je change de compte et que je reviens sur le compte, sur mon compte à moi, donc de directeur R&D, si je fais un petit rafraîchissement, voilà, je retrouve ici les informations que Bruno vient d'intégrer. Donc, on vient de voir qu'à travers la plateforme Expernova et à travers des utilisateurs qui peuvent être soit en interne ou soit externes comme des consultants Hemming, eh bien, on va pouvoir disposer de cet espace collaboratif pour vraiment créer des interconnexions, des interactions soit en interne ou soit directement avec des consultants. Et la plateforme va même permettre à ces différents intervenants de pouvoir directement discuter de ces éléments sur l'outil. Donc, sur chaque publication, brevet ou information qu'on peut remonter, on va pouvoir y rajouter des commentaires en disant voilà, bonjour Bruno, j'ai trouvé cette publication intéressante, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'objectif, c'est pouvoir d'échanger directement sur l'outil, mais aussi la finalité. Donc là, je viens de prendre l'exemple d'un sujet qui était la suppression du lactose dans le lait. J'ai volontairement également décliné d'autres projets de recherche, principes actifs blanchissants, etc. Et l'étape finale qui va se dérouler via l'outil, c'est pouvoir finalement de comparer toutes ces informations-là et de pouvoir définir quels projets finalement seront éligibles au crédit d'impôt recherche directement. Peut-être que certains le seront, peut-être que certains ne le seront pas, mais en tout cas directement via l'outil, via l'information sur laquelle on aura capitalisé, on pourra finalement définir lesquels seront éligibles ou pas. Donc voilà l'objectif de la plateforme Expernova à travers cet espace collaboratif. Très bien. Merci Arnaud pour ces explications très claires sur et cette démonstration de tout le potentiel d'Expernova dans la réalisation des états de l'art. Je vous rappelle que si cette démonstration vous a amené à vous poser des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la fenêtre de chat. Alors, pour synthétiser, Arnaud, est-ce que vous pourriez rappeler les grands bénéfices d'Expernova pour ceux qui acquièrent cette solution? Bien sûr. Alors, on vient de voir déjà le premier fait d'agréger des types de données différentes sur un même outil va permettre finalement de gagner beaucoup de temps parce qu'on sait que cette étape d'exploration, d'analyse, de comparaison des articles est assez chronophage, donc c'est déjà un premier point important. De pouvoir mobiliser mes équipes et de communiquer en réel avec elles, puisque finalement je peux être l'initiateur du projet, mais à un moment donné, je vais peut-être me focaliser sur d'autres sujets, mais à tout moment, je serai informé de ce qu'il s'est fait à travers notamment les fenêtres de chat, donc de capitaliser sur les données. Et en tant que directeur R&D, puisque je me suis positionné dans ce titre-là, c'est finalement de pouvoir piloter directement mon état de l'art et de structurer mon process R&D. Et avec la finalité, avec les échanges qu'on pourra avoir avec les consultants d'Hemming, c'est bien sûr de pouvoir sécuriser son crédit d'impôt recherche selon les types de projets. Très bien. Dans cette même logique de synthèse, Bruno, pouvez-vous rappeler les grandes étapes de l'approche collaborative pour synthétiser des états de l'art? Alors, d'abord, je pense que vous l'avez compris, notre souhait, nous, chez Hemming, c'est d'augmenter la proposition de valeur dans l'accompagnement réalisé auprès de nos clients en matière de gestion du CIR. Donc, pour ce faire, nous pensons qu'il convient d'être davantage positionné et ancré sur les processus de recherche de nos clients, bien en amont de la déclaration du crédit d'impôt recherche. C'est pourquoi nous proposons d'introduire ce nouveau partenaire dans notre accompagnement à travers la solution logicielle Expernova. Donc, maintenant, si on regarde les différentes étapes de cette approche collaborative, on a le chef de projet qui initie son projet et il définit alors ses objectifs et notamment les objectifs technologiques. À l'issue de cette étape, normalement, les mots-clés des différents thèmes scientifiques du projet doivent être identifiés. Sur la base de ces mots-clés, il va construire ses requêtes d'identification de sources scientifiques pertinentes avec l'aide du logiciel Expernova, comme Arnaud l'a montré dans sa démo. Il en retire toute la littérature scientifique ainsi que les acteurs et les experts du domaine. Il pourra alors procéder au cadrage de son projet et présenter les objectifs scientifiques, les incertitudes techniques et les hypothèses de recherche, ainsi que la roadmap de ses travaux. Enfin, l'équipe va réaliser les travaux de recherche et développement, et à cette étape, il a structuré l'ensemble de son processus de R&D. Hemming intervient alors pour la sélection des projets sur la base des bookmarks réalisés en commun sur l'outil Expernova.
On a vu avec Arnaud que l'espace de travail partagé permet à Hemming d'enrichir, le cas échéant, le travail réalisé de requêtes complémentaires pour affiner les datas scientifiques et leur analyse. Ensuite, Hemming produit alors classiquement une cartographie de l'éligibilité des projets au titre du crédit d'impôt recherche et sur la base d'un scénario choisi par l'entreprise, va procéder à la valorisation du CIR. Enfin, Hemming va aider à formaliser l'état de l'art sous l'angle crédit d'impôt recherche. On a ainsi la possibilité d'avoir une approche sécurisée sur l'éligibilité du crédit d'impôt recherche tout au long de l'année et donc en cours d'année. Le process de recherche se poursuit en parallèle avec l'analyse des résultats côté entreprise et le lancement du produit ou du service. Et donc, Hemming est alors en mesure de réaliser le rapport justificatif final du projet annuel qui sert de justification au titre du crédit d'impôt recherche. Alors, on notera aussi que Hemming dispose d'expertise et de benchmarks suffisants pour réaliser ou accompagner les chefs de projet sur certaines étapes qu'on vient de voir du processus d'innovation en amont des travaux de recherche, dans la mesure où les entreprises ne seront pas en capacité de les réaliser. Et là, je vais parler de la définition des objectifs, des tâches de cadrage de projet et les tâches de requête d'identification des datas scientifiques pertinentes. Très bien. Arnaud, j'ai cru comprendre qu'Expernova avait des petits plus fort appréciables pour sécuriser le crédit impôt recherche. Quels sont-ils? Alors, en cas en fait de contrôle d'un agent du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, il va être primordial de pouvoir prouver les lacunes dans l'état de l'art nécessitant des travaux avec ces états de l'art, mais également démontrer que peu de données étaient disponibles. L'outil, en fait, on va avoir une partie donc littérature scientifique, on va pouvoir visualiser tous les travaux, mais on va également faire émerger des graphiques de synthèse de manière à pouvoir justement se positionner par rapport à ces besoins-là. Alors j'ai pris volontairement deux exemples assez distincts, où dans un premier temps, sur la partie de gauche, on retrouve un sujet qui est exploratoire, où l'on peut voir que finalement peu d'acteurs travaillent sur le sujet, donc peu de travaux scientifiques. Et à l'opposé, j'ai pris un sujet plus connu, où là on voit qu'il y a une densité des travaux beaucoup plus importante, et donc alors ce qui ne veut pas dire sur ce dernier exemple que ce volume de travaux ne veut pas dire que les travaux de R&D ne sont pas possibles, mais l'objectif c'est de pouvoir finalement sur un sujet de recherche rapidement voir si d'un côté on est sur quelque chose de plus exploratoire ou si finalement c'est un sujet qui a déjà été plus travaillé. Alors on met également d'autres graphiques qui permettent justement d'avoir des métriques intéressantes dans l'outil. Ok. Je crois que nos auditeurs auront compris qu'Expernova est donc un outil essentiel et qui permet de faciliter la formalisation des états de l'art dans les règles de l'art. Mais Expernova permet d'aller plus loin finalement que la seule formalisation de ces états de l'art. Oui, alors l'outil Expernova en fait, de par l'analyse, donc si j'ai été clair, on analyse de la donnée scientifique, on moissonne des bases de données, justement pour pouvoir la faire remonter ces données. Mais l'analyse de ces données va permettre également de faire émerger des cartographies, des profils de compétences. Et du coup, de par cette analyse, on va pouvoir répondre à des problématiques assez différentes. Le premier cas qu'on illustre ici, c'est de permettre à nos utilisateurs de pouvoir identifier rapidement leurs partenaires scientifiques. Alors soit généralement lorsqu'ils ont déjà des partenaires existants, mais dont le but est plutôt de challenger un petit peu ce réseau et de voir potentiellement quels nouveaux acteurs il pourrait être intéressant il pourrait être intéressant de collaborer, pardon. Ou lorsque, et ça on le retrouve de plus en plus, des utilisateurs qui vont travailler sur des projets et notamment sur des sujets assez nouveaux sur lesquels ils n'ont pas obligatoirement la compétence en interne, et à partir de là, ils vont être amenés à identifier des partenaires. On va également aider nos utilisateurs sur toute la partie veille technologique, veille concurrentielle, pardon, où là, la finalité, c'est de faire un focus vraiment sur leurs concurrents et de leur permettre de mieux comprendre ce que leurs concurrents font sur leur sujet de recherche. Donc via l'outil, on dispose d'un module pour répondre à ce besoin où l'utilisateur final peut lui-même définir un périmètre de concurrents et à partir de là, lancer des requêtes dans ce périmètre et mieux comprendre quels experts mes concurrents travaillent sur le sujet, quels travaux ils ont déposés, avec qui ils collaborent. Donc c'est une autre dimension qu'on fournit dans l'outil, c'est de pouvoir accéder au réseau de collaboration des entités qu'on va identifier. Identification de partenaires pour les projets collaboratifs. Donc là, on est plutôt lorsqu'il y a création de consortium, de pouvoir identifier des partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Donc
de par le fait que nous annexons les projets collaboratifs, on peut les aider sur cette approche-là. Résolution d'un problème bloquant, on est plutôt sur le cas d'identification de personnes physiques, donc d'experts. On retrouve ce besoin-là notamment dans la pharma avec des utilisateurs qui cherchent à identifier des experts pour avoir des contre-expertises notamment. Et on retrouve enfin les deux derniers, les opportunités technologiques. Donc là, c'est la détection de nouvelles opportunités qui est notamment possible grâce au brevet. Et le dernier cas qui concerne les talent intelligence. Donc c'est un besoin qu'on retrouve également de plus en plus, qui s'adresse notamment à des groupes industriels dont la problématique, c'est finalement de pas vraiment très bien connaître leur périmètre en interne. Donc ils externalisent beaucoup sans même savoir qu'en interne ils disposent peut-être de ces compétences-là. Voilà, ce sont des groupes qui disposent de centres de recherche un petit peu de partout dans le monde où tout le monde ne se connaît pas. Et l'objectif, c'est de les aider à mieux, d'avoir une connaissance plus fine de leur périmètre interne. Alors, pour conclure, nous avons mis en avant ce matin l'approche collaborative tripartite entre l'entreprise Expernova et Ming sur la dimension accès à la littérature scientifique. Et on voit bien que cette approche est portée sur des ambitions plus larges, à savoir la recherche de solutions techniques ou d'expertise sur des technologies particulières à travers des offres que nous appelons des offres de techno-scouting, ou encore sur la veille d'écosystèmes particuliers. En effet, chez Ming, nous avons forgé une expertise robuste sur des sujets, notamment quand nous accompagnons nos clients sur la gestion de projets collaboratifs au niveau de la France ou de l'Europe. Nous mettons depuis des années à disposition des consortiums, durant la durée du projet, une veille active sur les technologies dont il est question sur le projet. Et là, encore une fois, Expernova nous permet de le faire dans de très bonnes conditions. Très bien. Arnaud, Bruno, je vous remercie pour ces explications et ces éclairages très complets. Je vous propose maintenant de passer aux questions dont je prends connaissance. Alors, première question. Comment nous avons évoqué pendant le webinaire le fait que nous pouvions prendre en compte le logiciel expernova.com dans son crédit impôt recherche. Comment peut-on justifier de la prise en compte d'Expernova dans le sien? Peut-être Bruno, avec votre expertise sur le crédit impôt recherche, nous donner quelques explications. Oui, alors Arnaud en a parlé brièvement. En fait, il y a un poste de dépense qui s'appelle la veille technologique dans le de calcul du crédit impôt recherche, qui permet d'intégrer toutes les dépenses liées à l'avènement à des bases de données, de manière à réaliser cette veille technologique en lien avec vos projets de recherche et développement, et également tous les frais de participation à des congrès pour vous mettre à jour sur les technos qui vous intéressent. Donc, classiquement, l'abonnement à Expernova peut être intégré dans ce poste de dépenses, sachant que ce poste de dépenses est plafonné à 60 000 € par an par entreprise. D'accord. Alors, deuxième question, peut-être plus spécifique à Arnaud. On nous demande si Expernova est en mesure de donner des accès à full text, à l'intégralité des articles pour toutes les publications scientifiques. Alors, sur la plateforme, tous les documents que l'utilisateur pourra identifier via ces sujets de recherche vont disposer d'un lien qui redirigera vers la base de données où nous-mêmes nous avons récupéré l'information. À ce stade-là, deux possibilités s'opèrent. La première, la possibilité de télécharger le full text lorsque celui-ci est disponible. Généralement, vous avez un lien PDF et vous pouvez donc l'enregistrer sur votre bureau. Si ce n'est pas le cas, on va justement aussi interroger d'autres serveurs, notamment via le numéro d'identification unique des documents, de manière à essayer d'identifier une base qui va permettre d'accéder au full text. Ce qui ne garantit pas que le full text soit tout le temps disponible. Et autre point important concernant le full text, précision qui a son importance, c'est que quand bien même nous ayons accès sur certaines publications au full text, l'analyse du document se fait, lui, sur les métadonnées, à savoir titre, abstract et mots-clés. D'accord. Alors, je regroupe un peu vos questions. Une autre question plus spécifique, un peu technique, donc pour Arnaud toujours. Dans le requêtage, est-il possible d'utiliser des opérateurs de proximité ou de sélectionner pour la recherche des champs spécifiques, comme le titre, le résumé, pour les plus simples revendications, notamment pour les brevets?
Alors, on peut en effet utiliser des opérateurs pour optimiser ces requêtes, opérateurs type booléen, and, or, exclusion, expression exacte, etc. Et on peut même aller sur une analyse, une optimisation via des blocs, des blocs de mots-clés et des parenthèses. Opérateur de proximité, oui. Après, on n'a pas la possibilité dans l'outil de sélectionner une zone de recherche, c'est-à-dire effectuer une recherche uniquement sur le titre ou sur l'abstract du document. Voilà. Après, on a donc ces différents opérateurs et c'est d'ailleurs une question intéressante parce que c'est une étape très importante dans notre outil de par le fait que nous allons identifier les travaux qui contiennent les mots-clés. Finalement, la définition de la requête est une étape très importante pour être sûr de faire remonter des données, toutes les données sur son sujet. On se rend compte lorsqu'on accompagne nos clients que même quand ils sont experts du sujet, mais ils ne pensent pas obligatoirement à tous les mots-clés qui peuvent graviter autour de leur sujet. Et on a un département support qui est là justement pour venir les accompagner sur cette approche et faire en sorte de faire émerger le maximum d'informations pertinentes de l'outil. Ok, alors peut-être un petit peu en liaison avec cette question, on nous pose des questions sur le phasage des étapes et l'intervention du consultant Hemming, où on nous demande, étant obligé d'attendre l'analyse d'éligibilité des projets R&D pour faire intervenir le consultant Hemming sur cette formalisation d'état de l'art. C'est Bruno. La question, c'est on fait les choses de manière séquentielle. C'est ça. Donc là, effectivement, ce matin, on nous a présenté les choses de cette manière par rapport à la démonstration, qui soit un peu plus simple et lisible, mais il est clair que la démarche vertueuse, c'est de le faire au fil de l'eau et de matcher en fait nos différentes expertises, je dirais, au quotidien avec l'outil Expernova tout au long du projet de recherche et développement. D'accord. Et enfin, dernière question, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. La question concerne un retour d'expérience terrain sur ce principe d'état de l'art collaboratif avec Hemming et en utilisant Expernova. Donc en d'autres termes, est-ce qu'il y a des retours au travers des contrôles fiscaux des clients? Alors, il y a deux types de retours, hein. Il y a un retour des clients qui, lui, est surtout très, très positif. Puisqu'effectivement, ils n'avaient pas forcément conscience qu'Hemming pouvait intervenir sur ces niveaux, enfin, au cœur de l'R&D de l'entreprise. Sur les contrôles fiscaux, je dirais que, en fait, on ne voit pas vraiment de différence dans la mesure où, de toute façon, si l'état de l'art est bien réalisé, de quelque manière que ce soit, que les verrous technologiques sont bien identifiés, le contrôle se passe bien. Ce qui est vraiment un plus, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette approche, on est en capacité de formaliser vis-à-vis des organes de contrôle et notamment des experts du ministère de la Recherche qui vont examiner les dossiers, de quelle manière a été fait l'état de l'art, c'est-à-dire sur quelle source, sur la temporalité, quels ont été les mots-clés utilisés. Donc ça, on peut faire un cartouche en amont des projets pour aider l'expert à voir comment, avec quel sérieux a été fait l'état de l'art et éventuellement qu'il puisse challenger l'entreprise avec d'autres approches. Donc ça, c'est le côté plus qu'on imagine. Maintenant, dans les faits, aujourd'hui, encore une fois, si l'état de l'art, même sans Hemming ou sans Expernova, est bien réalisé, et les incertitudes bien identifiées, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous, notre approche est d'aider les entreprises et de faciliter les entreprises dans cette démarche. Très bien. Alors, une dernière question, je pense, plus technique pour Expernova. La base Expernova donne-t-elle des accès au portail Elsevier, donc lié aux publications scientifiques? Oui, alors, oui, Elsevier ne fait pas partie des bases de données que nous indexons à date. Ceci étant dit, nous avons, pour vous donner un ordre d'idée, un peu plus de 300 bases de données que nous indexons, qui sont mises à jour, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que les bases de données que nous avons, il y a notamment des agrégateurs d'informations qui peuvent contenir des données scientifiques qu'Elsevier également met à disposition. Donc voilà, on ne travaille pas avec Elsevier, mais on a 4 grandes familles de bases qu'on retrouve dans l'outil, des bases de données alors, en open source.
dispose également de bases universitaires qui nous permettent d'avoir finalement aussi une vue assez générale de l'activité scientifique des universités. Et on retrouve des bases privées auxquelles nous souscrivons, je pense notamment aux bases brevets. Et on retrouve également des bases d'instituts de recherche. Donc au total, on a à peu près 300 et on continue. Hein, c'est également un axe qu'on continue à travailler chez Expernova, de continuer à développer le panel de bases de données que nous indexons. Très bien. Je remercie nos deux experts de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci Arnaud et merci Bruno. Je vous rappelle que nous avons des rendez-vous à venir sur de nouveaux webinaires qui s'affichent à votre écran avec 3 grands thèmes de l'innovation. Le prochain rendez-vous le 12 octobre sur des appels à projets liés aux subventions R&D du programme Horizon 2020. Le 10 novembre, un autre partenaire de Hemming concerne l'Aboxi, qui est le complément logiciel pour sécuriser son tir, notamment voir un petit peu comment on peut formaliser ses feuilles de temps. Et enfin, le 14 novembre, une aide pour qualifier les profils de doctorants ou docteurs et bénéficier donc de ces compétences d'experts en recherche et développement. Et le 19 octobre, un rendez-vous sur la taxe foncière pour décrypter les nouveaux avis impositifs. Donc nous vous remercions tous, nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.